Il est 13 h. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne à la une de cette édition. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu hier mercredi 7 septembre avec son homologue polonais Andrzej Duda en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Cette rencontre historique a été marquée par la signature d'un mémorandum d'entente sur les consultations politiques. On en parle en début de journal. Les actes des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire ont été remis hier mercredi par Maria Tokone au Premier ministre Patrick Achi, qui à son tour les remettra prochainement au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le reportage d'Alexis Ouedraogo à suivre dans 15 minutes. La ville de Talatay au Mali est contrôlée depuis mardi dans la soirée par des djihadistes de l'État islamique au Grand Sahara. Pour l'heure, aucun bilan humain n'est disponible. La veille, le nouveau chef de la ville de Talatay, qui se fait appeler Hachim, est arrivé dans cette localité avec plusieurs centaines d'hommes armés. La plupart étaient à moto. On va ouvrir ce journal en bref et en images. Andrzej Duda a quitté Abidjan tôt ce matin. Le président polonais était en visite d'amitié et de travail de 24 heures en Côte d'Ivoire, accompagné donc à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par les ministres Sidi Touré et Vagondo Diomandé, ainsi que vous pouvez le voir sur ces images, des images tournées tôt ce matin par Zakaria Traoré. Lors de sa visite en Côte d'Ivoire, le président de la Pologne a été reçu au palais de la présidence de la République, au plateau, par le président Alassane Ouattara. Un entretien au cours duquel les deux chefs d'État se sont engagés à accroître la coopération entre leurs deux pays, notamment sur le plan économique. Le compte-rendu de Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoué. À son arrivée sur l'esplanade du palais présidentiel, Andrzej Duda, président de la République de Pologne, est accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État vont ensuite se plier à la tradition des honneurs militaires, marquée notamment par l'exécution des hymnes nationaux des deux pays et le passage en revue des troupes. Après ce cérémonial militaire, les présidents ivoiriens et polonais, accompagnés de leurs délégations respectives, vont s'entretenir dans l'enceinte du palais présidentiel, pour ainsi explorer ensemble les axes de coopération. Cette étape s'achève par la signature d'un mémorandum d'entente entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Le dit mémorandum institue des consultations politiques régulières afin d'échanger les points de vue en vue de coordonner les positions sur les questions bilatérales et multilatérales d'intérêt commun. Après cette signature, Alassane Ouattara et Andrzej Duda vont de nouveau s'entretenir, cette fois à huis clos. Le point de presse est le lieu pour les deux chefs d'État d'insister sur la nécessité d'intensifier les relations économiques entre Yamoussoukro et Varsovie. Je voudrais dire à quel point je suis particulièrement heureux de vous accueillir en Côte d'Ivoire. C'est une visite historique, puisque c'est la première fois qu'un président de la République de Pologne a bien voulu honorer notre pays d'une visite officielle de travail et d'amitié. Je voudrais remercier M. le Président et les autorités polonaises pour leur solidarité, parce qu'avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous avons eu de nombreux ressortissants ivoiriens, en particulier des étudiants qui ont pu passer par la Pologne pour aller dans plusieurs pays européens et même de retourner en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y en avait à peu près 250 qui ont été conduits par notre ambassadeur en Allemagne, le général Mangou, et également 80 autres jeunes Africains qui ont pu quitter l'Ukraine via la Pologne pour pouvoir retourner dans leurs pays respectifs. Donc je voudrais vous dire à quel point nous avons été sensibles à l'hospitalité du peuple polonais. Nous avons eu l'occasion d'évoquer ensemble la situation politique, économique et sécuritaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. J'ai pu vous dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui est en paix, en sécurité pour les citoyens et les populations vivant ici.
et qu'en matière de croissance économique, nous avons une économie en pleine expansion et que malgré la Covid, nous avons pu avoir un taux de croissance de 2% en 2020 et les perspectives sont pour des taux de croissance annuels de 7 à 8% de 2021 jusque pour les 4-5 prochaines années, comme cela a d'ailleurs été le cas de 2012 à 2019. Donc la situation économique est bonne, avec un taux d'inflation très bas, des investissements élevés et surtout des investissements privés. Et à cet égard, je vous ai demandé d'encourager les entreprises polonaises de venir investir en Côte d'Ivoire et aussi la possibilité pour nos entreprises de faire des prospections en Pologne. Nous sommes mis d'accord pour la possibilité d'organiser un business forum au cours des prochains mois. Et je sais que je peux compter sur vous. Les performances économiques de la Côte d'Ivoire charment la Pologne. C'est pourquoi le président Duda veut en faire un partenaire de choix en Afrique. Je dois dire que je suis vraiment très impressionnée par la croissance économique de la Côte d'Ivoire, le rythme de cette croissance, surtout au cours de 10 dernières années, lorsque ce pays a été géré par vous, Monsieur le Président. C'est grâce à votre très riche expérience, aussi mondiale, au niveau des marchés financiers et des institutions internationales. Donc c'est cette riche expérience qui vous a aussi permis de traverser aussi des périodes difficiles. L'objectif donc de ma visite ici en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, c'est justement de renforcer la coopération, puisque la solution de cette crise se trouve notamment dans une coopération renforcée, donc une coopération renforcée dans ce cas entre la Pologne et la Côte d'Ivoire, dans de tels domaines comme l'agriculture, de nouvelles technologies, l'énergie, donc son exploitation, l'exploration donc minière, mais aussi l'exportation de ressources énergétiques, une coopération aussi technique, donc tout domaine possible de coopération économique, politique, mais aussi interhumaine. Et donc nous sommes tous les deux convaincus que cette coopération est donc justement possible. Lorsque je serai rentrée en Pologne, à Varsovie, je commencerai tout de suite à donc, travailler sur cette possibilité d'organiser donc le Business Forum afin que cela puisse se dérouler aussi vite que possible, afin que nos entrepreneurs puissent se rencontrer et commencer une coopération le plus vite possible. J'espère aussi que vous, Monsieur le Président, vous viendrez rendre visite à la Pologne. Le président Duda a aussi profité de cette visite pour plaider la cause de l'Ukraine auprès des pays africains dans le conflit qui oppose ce pays à la Russie, la Pologne étant un voisin direct de l'Ukraine. Donc pendant ce premier jour de la guerre, la situation à la frontière a été vraiment dramatique. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu avant dans notre histoire. C'est vraiment sans précédent. Et c'est quelque chose qu'ensemble, d'ailleurs, avec l'Ukraine, c'est à quoi nous avons dû faire face pour tout simplement s'occuper de ces gens pour leur offrir un refuge. Grâce à l'aide internationale, notamment de tels pays comme la Côte d'Ivoire et d'autres États, où le monde tout simplement regagnera la paix, sera plus tranquille, où ce monde et le pays tel que l'Ukraine va fonctionner en accord avec les règles internationales, où l'Ukraine pourra revenir à ses frontières reconnues au niveau international également, où il n'y aura plus d'agression en Ukraine ni de soldats russes. Malgré un soutien affiché à l'Ukraine, le président Alassane Ouattara émet le souhait d'une résolution rapide de cette crise au moyen du dialogue, conformément à la vision d'un monde pacifié de feu le président Félix Houphouët-Boigny. J'ai insisté pour dire que nous sommes conscients qu'il est important de respecter les frontières héritées depuis quelques décennies et que pour cela, nous avons montré notre soutien à l'Ukraine dans son combat pour recouvrer ses frontières naturelles. Alors, mais en même temps, nous considérons que cette guerre, bien sûr, est d'abord en Europe,
Et j'ai déploré le fait que quand il s'agit des conflits en Afrique, que ce soit en Éthiopie, au Soudan, au Congo ou ailleurs, la communauté internationale n'apporte pas beaucoup d'attention aux meurtres, aux dégâts et aux assassinats à l'occasion de ces conflits. Donc, tout en marquant notre solidarité pour le peuple ukrainien, nous demandons qu'une attention plus précise soit apportée également aux victimes des conflits en Afrique. Et je voudrais aussi indiquer que, compte tenu des conséquences financières de cette situation, que les pays africains ont besoin de mécanismes pour les soutenir financièrement, car il semblerait que cette guerre va durer pendant plusieurs mois ou plusieurs années, et cela ne peut pas être à l'avantage des pays africains. Donc nous voulons la paix, nous voulons la reconnaissance des frontières, et nous voulons donc plus de solidarité au niveau des pays. Après Abidjan, le président polonais est attendu demain jeudi à Dakar, au Sénégal. C'était donc un reportage de Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoué. Après les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, le rapport est maintenant disponible. Les actes ont été remis hier au Premier ministre Patrick Achi au cours d'une cérémonie à l'auditorium de la primature. Ce rapport qui finalise donc les travaux de ces états généraux devra, dans les prochains jours, être officiellement remis au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, comme nous le rapporte Alexis Ouedraogo. Voici les actes des États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation. Ce mercredi, à l'auditorium de la primature, ils ont été remis au Premier ministre. Lancé le 19 juillet 2021, l'exercice des États généraux de l'éducation nationale entendait rassembler la Côte d'Ivoire au chevet de l'école pour en poser le diagnostic et définir des solutions concrètes de relève. Au regard des forces et des faiblesses du système éducatif ivoirien identifié, se profilent les défis, c'est ce qui est important, de la nouvelle école ivoirienne axée sur la qualité, l'inclusion, la transparence et l'équité. Les perspectives dégagées reposent sur 6 axes qui doivent non seulement permettre de consolider et pérenniser les acquis, mais aussi de dessiner le futur d'un système éducatif capable d'être en phase avec la culture nationale, les réalités du monde actuel et de reprendre en compte les évolutions auxquelles doivent faire face les nouvelles générations. Une démarche inclusive et participative pour donner vie à l'école ivoirienne. Une école plus performante, conformément à la vision du chef de l'État d'une Côte d'Ivoire solidaire, basée sur des ressources humaines de qualité. Je pense que ces notions, ces concepts de l'école, de l'éducation comme un bien commun public, c'est une notion fondamentale aujourd'hui pour relancer le développement et pour aboutir à une société vraiment inclusive et juste. Plus de 865 milliards de francs CFA seront nécessaires les 3 prochaines années à dérouler la mise en œuvre des recommandations. Après la validation du chef de l'État et la prise en compte de ces instructions, la formalisation et la mise en œuvre du plan opérationnel détaillé issu des conclusions des États généraux sera l'acte fondateur de notre école ivoirienne, vitale pour nos enfants, primordiale pour notre nation. Pour le chef du gouvernement, ce rapport a toute la légitimité de porter les grands changements attendus dans le système éducatif. Ces États généraux ont permis de formuler la feuille de route de l'école ivoirienne, de la Côte d'Ivoire solidaire. Une école qui n'oublie jamais qu'elle est par essence une échelle tendue vers l'avenir. Une école qui donnera à nos filles comme à nos fils des racines et des ailes. Une école qui nous offrira la force héroïque de croire en notre destin parce que nous aurons préparé avec ferveur celui de celles et de ceux qui nous succéderont. Une école qui transmettra à nos enfants l'indicible fierté d'être des citoyens d'une Côte d'Ivoire toujours plus industrielle, prospère et rayonnante, tout en leur enseignant la fierté et la confiance d'être eux-mêmes. Notons que plusieurs acteurs du succès de ces travaux ont été élevés dans l'ordre du mérite de l'éducation.
Et parlons d'alphabétisation, justement, aujourd'hui, dans le monde, près d'une personne sur 7 est illettrée et sur les 860 millions d'illettrés, 500 millions sont des femmes. Chaque année, le 8 septembre, on célèbre la journée internationale de l'alphabétisation, dont l'objectif est de souligner l'importance de l'alphabétisation auprès des citoyens, des collectivités et des associations. On écoute là maintenant le message du gouvernement lu par la ministre Mariatou Koné. Lorsque des personnes apprennent à lire et à écrire, elles peuvent aller plus loin selon l'UNESCO. Pourtant, dans le monde, 771 millions de jeunes et d'adultes sont analphabètes, d'où l'institution d'une journée dédiée à la promotion de l'alphabétisation en 1967 par les Nations Unies. Le 8 septembre 2022 marque la célébration de la 55e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation. Elle a pour but de rappeler au public l'importance de l'alphabétisation en tant que facteur de dignité et de droits humains et faire progresser l'agenda de l'alphabétisation pour une société plus instruite et plus durable. En Côte d'Ivoire, la population est à 47% analphabète. Des actions sont entreprises pour faire la promotion de l'alphabétisation, facteur d'autonomisation des hommes et des femmes. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a érigé l'alphabétisation au rang de priorité nationale. Ainsi, depuis 2021, le ministère en charge de l'éducation a pris la dénomination Ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Chers compatriotes, le gouvernement, par ma voix, invite les populations ivoiriennes à s'approprier le programme d'alphabétisation mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire, à intégrer l'alphabétisation comme facteur de développement humain durable. C'est à ce prix qu'ensemble, nous pourrons réduire de façon substantielle le taux d'analphabétisme national qui est de 47%. Plus de 60% des analphabètes dans le monde sont des femmes, parmi elles des jeunes filles. La situation interpelle donc dans un contexte mondial de numérisation. Et la Côte d'Ivoire l'a si bien compris qu'elle a initié un projet d'alphabétisation fonctionnelle par les technologies de l'information et de la communication en faveur des femmes commerçantes. Un projet qui séduit l'UNESCO, qui compte le présenter à la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation, qui se tient pour la première fois en Côte d'Ivoire ce 8 septembre. Un message du gouvernement lu par Mariatou Koné au micro RTI 1 de Sephora Zegui du service Société de la rédaction. La guerre en Ukraine dure aujourd'hui près de 7 mois avec la crise alimentaire mondiale qui en a découlé. Le coronavirus, lui, piétine la planète depuis environ 3 ans avec les conséquences que tout le monde connaît. Et face à tout cela, pour pallier ce type de situation, de nouvelles mesures s'imposent. L'Afrique doit penser à produire ce qu'elle consomme. C'est une recommandation du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Le représentant résident était hier au séminaire organisé à l'attention des organisations membres de la CCR. UEMOA. Dangui Dangui prépare en ce moment même le reportage complet. On vous le proposera dans nos prochains journaux. Le coronavirus qui continue sa sale besogne est toujours parmi nous. On tente depuis de longs mois à freiner sa course meurtrière, à le freiner dans sa course meurtrière. Une course folle pendant laquelle le virus a tué 820 hommes et femmes sur un total de 86 870 malades en Côte d'Ivoire depuis le 11 mars 2020. À ce jour, 34 cas sont actifs et à travers la planète, ce sont 6,51 personnes qui en sont mortes. Les mesures barrières sont toujours fortement recommandé, le vaccin anti-Covid également, pour se protéger du coronavirus qui est une réalité, le coronavirus qui tue.
Le VIH-Sida, lui, tue depuis 4 décennies. 40 millions de personnes sont décédées de suite de maladies liées au sida depuis le début de l'épidémie. En 2021, en plein Covid, 38,4 millions de personnes vivaient avec le VIH. 1,5 million de personnes sont devenues nouvellement infectées et 650 000 personnes sont décédées de maladies liées au sida. En Côte d'Ivoire, la lutte contre la pandémie s'accentue. Le pays met en œuvre une demi-douzaine de subventions du Fonds mondial pour mieux lutter contre le VIH. Jean-Marc Djedji. Paula Akopian, dans les murs du centre hospitalier régional d'Aboissou. Première étape de la mission de travail de la représentante du Fonds mondial de lutte contre le sida, collaborateur de l'État de Côte d'Ivoire. Le pays bénéficie de 6 subventions de la part de son partenaire dans la lutte contre le sida, le paludisme, la tuberculose et la COVID-19. Paula Akopian, en provenance de Genève, vient donc s'assurer de la bonne mise en œuvre des financements. Au CHR d'Aboissou et ensuite au service de santé scolaire et universitaire, les dispositifs de prise en charge des jeunes toxicomanes et malades du VIH sont passés au scanner. À Beaunois, la mission découvre une clinique de nuit, un dispositif mobile de prise en charge d'urgence des populations. La visite de cette délégation sonne comme un soutien indéfectible à la Côte d'Ivoire. En matière donc d'achat des médicaments, le Fonds mondial nous soutient énormément. En matière de renforcement des capacités des prestataires, en matière d'appui communautaire. La délégation du Fonds mondial a pu échanger avec les acteurs terrain, les agents communautaires, les prestataires et les bénéficiaires des programmes VIH et tuberculose. Nous sommes venus voir comment les services de santé appuient les malades et au niveau médical et au niveau communautaire. Nous voyons qu'au niveau des services des infrastructures, il y a une nette amélioration. Je pense que le programme avance au rythme souhaité. Dans la région du Sud Comoé, l'on enregistre au total, au premier trimestre 2022, près de 10 000 bénéficiaires de prise en charge et de programmes préventifs contre le VIH. Une réponse clinique et communautaire apportée grâce au Fonds mondial de lutte contre le sida. Le coronavirus nous tue, le VIH-Sida en fait autant, mais comme si cela n'était pas suffisant, plusieurs d'entre nous s'injectent ou avalent des substances comme s'ils voulaient se précipiter dans la tombe. Heureusement que les forces de défense et de sécurité veillent au grain pour les en empêcher. À Méagui, par exemple, région de la Nawa, la brigade de gendarmerie vient de détruire un fumoir avec saisie d'échantillons de drogue. On retrouve Jean-Marc Djedji. Urgence dans une plantation du quartier de Toaguidé, à l'extrémité de la ville de Méagui. Il est 13h30 quand les éléments de la brigade de gendarmerie découvrent et détruisent un camp de fortune accueillant des consommateurs de stupéfiants. Bilan de l'opération supervisée par l'adjudant-chef Ouattarabé, du cannabis, un téléphone portable et 2 motos saisies. La sérénité est de retour chez les planteurs de la localité. Je dis merci à la gendarmerie de Méagui, parce que grâce à eux, ils ont pu démanteler le réseau des fumeurs de drogue dans un fumoir dans ma plantation. Parce qu'en qualité de planteur, vraiment, c'est avec ça que nous nourrissons nos enfants, nos familles et autres. Et puis bon, depuis quelques temps, ils sont arrivés dans ma plantation. Nous n'avons même pas le temps même de pouvoir franchir. Même nos enfants, quand ils arrivent, ils les poursuivent avec le coup de machette. Vraiment, ça fait 72 heures qu'on n'arrive même pas à revenir dans nos champs pour travailler. Pour suivre notre petit frère, ne peut pas venir au champ. Les femmes, vraiment, aujourd'hui, au moins la gendarmerie est venue intervenir. Les recherches viennent de débuter et se poursuivent afin de retrouver les présumés suspects et éventuels scélérats dans la ville de Méagui. Et de la Nawa, on met le cap sur le Poro dans cette région au nord de la Côte d'Ivoire. L'actualité cette semaine, c'est la présentation du programme social du gouvernement aux populations et le point des réalisations de ce PSGOV2, notamment dans les secteurs de l'hydraulique, de l'emploi des jeunes et de la santé. Ami Sissoko a pu y assister pour nous. Reportage. Continuer à renforcer l'impact de l'action gouvernementale en matière de politique sociale. C'est ce qui suscite la mise en place de la deuxième phase du programme social du gouvernement, PSGOV2. Ce sont près de 3 200 milliards de francs CFA qui sont investis dans ce programme de 2022 à 2024. Korogo est la première étape de présentation aux populations des réalisations du PSGOV2 dans le Poro et dans les zones frontalières du Nord par la coordination.
Le premier axe stratégique, c'est la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières nord. Le deuxième axe, l'amélioration des conditions de vie au primaire, secondaire et supérieur. Le troisième axe, l'amélioration des conditions de vie des ménages. Le quatrième axe, l'insertion professionnelle des jeunes et le service civique. Et enfin, le cinquième axe, qui est le renforcement de la solidarité envers les couches vulnérables. Il ressort entre autres de cette présentation que sur 704 localités à électrifier dans les zones nord, 124 sont prévues dans le Poro, dont 26 déjà électrifiées. Pour l'hydraulique, l'on note la maintenance de 2350 pompes à motricité humaine, dont plus de 800 dans le Poro. Concernant les filets sociaux, qui ciblent 175 000 ménages sur toute l'étendue du territoire national, ce sont 30 418 ménages du Nord qui ont bénéficié de plus de 2 milliards de francs CFA au premier trimestre de cette année. Pour l'emploi et l'insertion des jeunes, 22 912 jeunes du Nord bénéficieront des opportunités d'autonomisation et d'insertion socio-professionnelle. Toutes ces actions pour non seulement améliorer les conditions de vie des populations frontalières du Nord, mais également pour les détourner du terrorisme. C'est pour empêcher nos parents d'aider les terroristes à entrer dans notre pays en les occupant, en les aidant à avoir les infrastructures qu'il faut, sociales, économiques, et en leur donnant des projets qui leur permettent aussi de se prendre en charge. Ce genre d'atelier permet de s'imprégner des réalités du gouvernement et puis de suivre les projets du gouvernement et bien sûr de s'en approprier pour effectivement matérialiser l'exécution. Après l'étape du Poro, la coordination du PS Gouv 2 poursuivra sa mission successivement dans les régions de Folon, Kabadougou, Bagoué, Tchologo et Bonkani. On est plus fort quand on est ensemble. Les chefs des 17 villages du canton Djandji l'ont bien compris. Le canton Djandji, c'est dans le sud Como et les chefs ont donc décidé de s'unir au sein d'une association dont l'objectif que leur village connaisse le développement. Une démarche saluée par le président du conseil régional qui s'est même rendu sur place. Moussa Konaté y était aussi. 17 chefs de village du canton Djandji dans la région du sud Komoui s'unissent pour parler d'une même voix. Réunis au sein de l'association des chefs avec à leur tête Nana Asamwatano, ils s'engagent à contribuer au développement. On ne se met pas ensemble. On fait comment? Lui, il est là, lui, il est là. Il faut qu'on se mette ensemble. Si l'autre a un problème, on vient à son secours. Il nous appelle ensemble et puis on peut évoluer. Ensemble pour le développement, l'union et la cohésion. L'initiative de l'association des chefs du canton Djandji, bien accueillie par les cadres de la région du sud Komoui. C'est la première fois dans l'histoire du Djandji que nous constatons que tous les chefs des villages du Djandji ont fédéré à une seule énergie, à une seule synergie pour parler de la même voix. Et ça, c'est un acte à saluer. Les chefs d'ici s'inscrivent résolument dans la vision politique du président Alassane Ouattara qui a autorisé donc l'avènement d'une institution des chefs, des rois et chefs de la Côte d'Ivoire. Le président du conseil régional, Eugène Akaoueli, invite l'ensemble des fils et filles du canton Djandji à apporter leur soutien au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans toute la région du sud Komoui. On en vient maintenant à ce concours qui suscite beaucoup d'intérêt. Il s'agit du concours national des jeux traditionnels pour le district d'Abidjan. Une compétition qui a opposé cette semaine les villages d'Anan et de Sangon-Agban. Pour cette première étape, le ministre du Tourisme a fait le déplacement de Sangon-Agban. Deux équipes en compétition pour cette première étape du concours national des jeux traditionnels. Le village d'Anan et le village de Sangon-Agban s'affrontent dans une atmosphère conviviale. Plusieurs jeux de solidarité et de société. On peut citer entre autres le Djomlé, qui consiste à retrouver un objet caché dans le sable. Le Mfemfe, un jeu de course-poursuite, et le Motu. J'ai appris par contre le Djomlé qui se joue. Le Djomlé qui se joue avec une corde. Donc tu enfonces la corde dans du sable et puis tu caches quoi, pour ne pas que les autres puissent voir. Et puis toi-même, tu prends ton bois que j'ai ici et puis tu piques. Je préfère bien les jeux traditionnels parce que ça vient de nos grands-parents. Bon, les jeux, jusqu'à présent, ces jeux ne sont pas pratiqués. Donc nous allons jusqu'à la source pour les découvrir,
Parce qu'il y a les enseignants qui sont là, il faut les découvrir, il faut les innover pour faire connaître ces jeux à tous nos enfants, nos petits-enfants qui sont là. Pour la directrice des loisirs, ces jeux doivent faire l'objet de vulgarisation. La mise en œuvre de ce projet est d'une importance capitale, voire primordiale, car il vise la promotion de nos jeux en tant que loisirs. Pour le ministre du Tourisme, le programme de société du gouvernement, contenu dans une Côte d'Ivoire solidaire, a pour but d'inculquer aux populations la culture ivoirienne afin de véhiculer les valeurs nationales. Les concours de loisirs traditionnels et le festival des loisirs traditionnels, je pense que tout ceci vient pour bonifier la Côte d'Ivoire qui recherche la voie du développement et du progrès à partir de l'authenticité de notre culture. Les candidats des 31 régions de la Côte d'Ivoire en compétition pour cette première édition du concours national des jeux traditionnels se retrouveront à Azopé en novembre prochain pour le grand festival des jeux traditionnels. Un reportage signé Patricia Omouetia et Sylvestre Nguessan. Allons-y maintenant au Mali, à Talatay précisément. C'est à environ 150 km de Gao. La ville est contrôlée depuis mardi dernier par des djihadistes de l'État islamique au Grand Sahara. Pour l'heure, aucun bilan humain n'est disponible et Hachim est l'un des surnoms de la figure de l'EIGS qui fait office depuis ce mercredi de chef de la ville de Talatay. La veille, l'homme est donc arrivé dans cette localité malienne du nord située dans la zone dite des trois frontières avec plusieurs centaines d'hommes armés. L'armée malienne disait mardi soir dans un communiqué avoir conduit une reconnaissance offensive au-dessus de Talatay. Le président français Emmanuel Macron inaugure ce jeudi un nouvel outil de revitalisation de la politique. Ces mots sont de l'exécutif. Autour de lui, une cinquantaine de représentants de la société civile. Les principales associations d'élus locaux et quelques syndicats évoqueront les grands chantiers à venir. École, santé, plein emploi, bien vieillir et transition écologique. Mais les partis d'opposition et le président du Sénat dénoncent une tentative d'esquiver le pouvoir législatif. Le Conseil national de la refondation, c'est son nom, c'est une nouvelle manière de débattre, pas une nouvelle institution. C'est donc ainsi que s'est justifié Emmanuel Macron. Et c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci d'être resté avec nous. Tout à l'heure à 16h, la RTI rendra hommage à Justin Rabé-Stanislas, le crooner de la musique ivoirienne qui a définitivement rangé le micro le 1er juillet dernier à Paris après 40 ans de carrière musicale. Ça fait l'actualité. C'est à 16h, c'est sur RTI 1 et c'est avec Fatim Djedje.